Mesdames, Messieurs, bien chers frères et sœurs, que vous soyez partout où vous nous suivez, que la paix et l'harmonie qui nous viennent d'en haut vous parviennent, nous heureux. Il est de tous les vendredis après-midi d'entrer chez vous par le troussement de la lucarne de votre poste téléviseur. Heureux également parce que nous recevons de nouveau aujourd'hui le vénérable grand maître Duc Elnarit. Bonsoir. Bonsoir. Avec lui, nous allons évoquer un thème on ne peut pertinent parce que vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de phénomènes dans notre société procèdent de l'éducation au niveau de nos foyers. Voilà pourquoi nous allons évoquer aujourd'hui la galvanoplastie spirituelle comme procédé pour l'éducation prénatale. Mais avant de briser la glace, la tradition de cette émission consiste dans une question de conditionnement psychologique que nous appelons communément question d'échauffement. Alors, vénérable grand maître, voulez-vous nous dire qu'est-ce que vous pensez de la formule de l'existence dont parle généralement Maître Lotus? Merci beaucoup, Monsieur Guissert de Moisa. Le Maître Lotus Tilolonga, que je salue en passant, a fait de la formule de l'existence une pièce maîtresse de sa philosophie. Et comme le disait si bien le Maître Socrate, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et la réalité de l'univers. Alors, la formule de l'existence, comme le disaient depuis l'Antiquité les maîtres yogis, ce n'est que, en un mot, la rencontre du yin et du yang, le jeu de la matière et de l'antimatière, la réunion du ciel et de la terre. Quand le maître Socrate nous demande de nous connaître nous-mêmes, c'est donc une invitation intérieure à la rencontre de notre nature profonde, et nous savons que nous avons en nous la nature supérieure et la nature inférieure. La nature supérieure, c'est celle qui exalte les vertus, les qualités spirituelles, les attributs divins comme la beauté, comme la puissance, comme le savoir, la volonté, la conscience. Et vous avez également la nature inférieure qui magnifie les défauts, les égos, mais aussi les instincts. Mais dans la tradition primordiale, il est dit qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Donc cette nature inférieure, contrairement aux spéculations philosophiques trop idéalistes qui demandent qu'on puisse les refréner ou bien les abandonner, les négliger, des potentialités tout à fait divines qui sont une partie de nous-mêmes. Nous sommes donc conviés à faire un travail sur nous pour les réintégrer. Mais comment? En procédant à un mariage alchimique entre notre nature inférieure et notre nature supérieure. Parce que quand les deux natures se rencontrent, comme je l'ai dit pour le yin et le yang, mais aussi pour l'hydrogène et l'oxygène, nous avons, d'un point de vue de la chimie, la rencontre du dihydrogène avec l'oxygène qui nous donne la formule de l'eau, H2O. Donc quand l'hydrogène est dans sa proportion, dans sa juste mesure, pareil que l'oxygène, nous avons l'eau, donc une formule H2O. H2O, donc l'eau qui est là, et nous savons que la nature nous enseigne que l'eau c'est la vie. Donc cette nature inférieure doit retrouver sa contrepartie supérieure, ainsi que la nature supérieure doit retrouver sa contrepartie inférieure. À partir de ce moment, nous aurons réalisé ce qu'on appelle la sapience, notre âme individuelle, et nous serons donc à la hauteur de nous fusionner cette fois-ci avec l'âme universelle que la tradition primordiale appelle le Parama Purusha ou bien l'Atma, donc la Mat en Égypte, l'âme universelle, le Makongo, et nous serons donc finalement unis à nous-mêmes et unis à l'univers. Donc pour
revenir sur la question, pour réaliser la formule de l'existence, nous avons deux étapes. Connaissance de nous-mêmes par l'union de notre nature inférieure et de notre nature supérieure. Connaissance du divin, donc des dieux et de la réalité cosmique, par la réintégration de la matrice primordiale, l'union avec la conscience cosmique. Merci beaucoup, M. Guissard de Manza. Voilà donc pour une économie de mots, il va de soi, d'après ce précepte socratique qui consistait à dire « connais-toi toi-même », eh bien, il est justement de connaître sa nature, tant elle est double, une nature supérieure et une nature inférieure, mais également connaître la correspondance avec le monde divin. On aura ainsi maîtrisé la formule de l'existence, mais Maître Lotus précise quand même que la connaissance de cette formule est à la base de la spiritualité comme étant la mère des sciences. Comment réagissez-vous à cette affirmation? Oui, mais il a tout à fait raison, parce que si nous voulons suivre le chemin spirituel, nous sommes d'abord au début de ce cheminement des êtres conditionnés. Conditionnés parce que nous ne connaissons ni qui nous sommes, d'où nous venons et quelle est notre mission d'incarnation. Et donc connaître cette formule d'existence, c'est, on va dire, le b.a.-ba, sinon le pied même du voyage alchimique et initiatique, parce que la spiritualité va nous orienter à nous redécouvrir en tant que, pas seulement en tant qu'âme, mais aussi en tant que corps. Parce que l'âme, pour s'exprimer, a besoin naturellement des véhicules. Et nous savons que l'âme détient plusieurs véhicules, à savoir le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, le corps causal, le corps archétypal, le corps bouddhique, comme ces 7 étoiles qui couronnent la belle Isis dans les mystères égyptiens. Donc, il a tout à fait raison. C'est dans ce cheminement qu'on découvre ce que nous sommes, ce que nous incarnons, et pas seulement ce que nous sommes ou ce que nous incarnons, mais comment développer ces qualités. Parce que le lotus, vous savez, il est dans l'eau. Mais par une mystérieuse alchimie, le lotus, la fleur de lotus se retrouve à l'extérieur du fleuve, bien du ruisseau, en train de germer à la lumière du soleil, de s'ouvrir, de se clore mystérieusement et magnifiquement. Cela indique simplement le procédé même de l'élévation de la Kundalini, ou bien de l'épanouissement de la conscience. On quitte les ténèbres de l'existence, mais à force de connaissance de nous-mêmes et de dépouillement de tout ce qui n'est pas nous, on finit par s'ouvrir, s'éveiller à la lumière du soleil. Donc, voilà, pour une économie de mots, on pourrait illustrer cette formule de l'existence comme étant le code de la route, ce que serait le code de la route pour un conducteur ou un chauffeur. Un canal qui lui permet de mieux s'orienter. En tout cas, merci au grand maître, au vénérable grand maître Duc El Narit, qui va passer quelques 40 ou 50 minutes avec nous pour nous édifier aujourd'hui. Nous le retrouvons après ce jingle éclairage. Après donc ce conditionnement psychologique, bien chers téléspectateurs, mes frères, mes sœurs, nous allons poser notre regard sur un thème précis. Nous l'avons dit en introduction, la galvanoplastie spirituelle comme procédé pour l'éducation prénatale. Vénérable grand maître, pour commencer, quelle est la compréhension qu'on peut avoir du concept galvanoplastie? Très bien, M. Guissard de Manza. Le terme galvanoplastie est en fait une technique qu'on utilisait en électrolyse pour décorer et édulcorer les matériaux. Donc on ajoutait une couche de métal sur un matériau qui existait déjà en utilisant de l'électricité. Donc
il y avait le pôle négatif qui était connecté à un métal et le pôle positif à un morceau de cuivre. Et finalement, on agissait à une espèce de moule qui existait pour pouvoir ajouter une couche de plus à ce qui existait déjà. Donc c'est un procédé qui existait depuis nos ancêtres en Égypte, mais ça date de plusieurs millénaires avant l'ère chrétienne. Et finalement, le procédé a évolué au cours du temps chez nos frères romains et en Grèce, et ainsi de suite, jusqu'à ce que un scientifique au niveau de la Russie, dans l'académie de Saint-Pétersbourg, qui est actuellement la capitale de la Russie, en lieu et place de Leningrad, ce philosophe et scientifique a étalé de manière, cette fois-ci de manière publique, devant tout un comité scientifique et donc devant l'humanité, comment ce procédé pouvait servir de manière précise et scientifique à améliorer cette forme de conception avec pour base l'électrolyse. D'un point de vue de la spiritualité, parce que nous allons y venir. On va y arriver avec votre permission pour aider nos téléspectateurs à entrer dans les arcanes, dans le secret du message que vous passez. On retient que la galvanoplastie est un procédé chimique. Tout à fait. D'accord. On y fait de l'électrolyse, un procédé chimique où vous avez deux pôles, le pôle positif que nous appelions souvent anode et le pôle négatif qu'on appelait la cathode. Tout à fait. Et dans l'opération, on a la possibilité de vernir ou d'apporter une couche sur un morceau de fer. C'est donc cette opération qu'on appelle la galvanoplastie. La possibilité d'apporter à travers ce procédé chimique une couche supplémentaire pour donner de la surbrillance à un morceau de fer, le doré ou le cuivré. Tel est le processus. Alors cette fois-ci, cette réalité est transposée sur le plan métaphysique et on dit galvanoplastie spirituelle. Alors on voudrait comprendre. C'est très profond parce que justement, d'un point de vue physique, c'est avec le même procédé que nous avons retrouvé en Égypte des statuettes comme celle des pharaons, de Ramsès avec du cuivre ou bien de l'or. Et je crois que la même technique est utilisée dans les grands temples de l'Inde avec par exemple le lieu saint des Sikhs à Amritsar où vous avez des dorures au niveau du toit. C'est fait au moyen de la galvanoplastie. Effectivement, c'est en se servant pour référence la technique de la galvanoplastie. Parce que la galvanoplastie a donné également naissance à d'autres techniques, comme pour traiter les oxydations et bien d'autres. Voilà. Maintenant, d'un point de vue de la spiritualité, parce qu'on va faire une transposition, comme vous l'avez su le dire, vous avez la galvanoplastie, le maître Socrate, il parlait de la maïeutique. Le maître Socrate qui avait sa mère, qui était une sage-femme, et à force d'observer comment sa mère faisait pour aider les femmes à accoucher, il s'est mis à philosopher, comme le disait Platon, il s'est mis à philosopher et à élaborer au fur et à mesure qu'il évoluait sa méditation, ce procédé qu'on appelle la maïeutique, ou bien l'art d'accoucher les esprits. Donc, on peut dire que la galvanoplastie spirituelle est une forme de maïeutique parce que ça nous permet, pas seulement sur le plan sexuel, mais aussi sur le plan mental, sur le plan de la conscience, sur le plan cardiaque, ça nous permet d'accoucher nos idées, pour paraphraser le maître à Platon, à faire sortir nos idées de la caverne de nos cogitations, afin que ces idées puissent trouver matière à réflexion hors de nous, et aussi que ces idées puissent être complétées par d'autres personnes, d'autres chercheurs qui sont dans le même cheminement que nous, et surtout quitte l'abstrait vers le concret, l'esprit vers la matière physique et dense. On peut également dire, pour revenir sur le maître Omraam Mikhaël Ivanov,
qui d'ailleurs a fait de la galvanoplastie spirituelle un thème majeur, sinon fondamental de sa mission. Sur un de ses ouvrages, il considérait la galvanoplastie spirituelle comme l'application de la science du bien et du mal, donc des deux principes sans lesquels l'existence ne peut avoir de réalité. Parce que, comme on l'a dit dès le début, vous avez une espèce de pile avec l'anode et la cathode qui est utilisée pour influencer cette espèce de moule. Mais cette espèce de moule, c'est aussi un microcosme, c'est un petit univers. Et nous savons le pôle négatif et le pôle positif, c'est le yin et le yang, c'est l'homme et la femme, c'est la lumière et les ténèbres. Le ciel et la terre. Le ciel et la terre, donc on peut aborder cela sur plusieurs contours. Connaître cette science du yin et du yang, c'est connaître simplement la science du Tao. Et le maître Laozi a été formé là-dessus. Quelque chose de confus et de mélangé, il le dit dans le Tao Te Ching, quelque chose de confus et de mélangé était là au commencement avant la naissance du ciel et de la terre, capable d'être la genèse de tout ce qui existe. Le chaos du commencement, voilà. Comme on le dirait, comme on le lirait dans le premier livre de la Bible, j'ai cité la Genèse. On l'appelle Dieu, mais son nom reste inconnu. Donc, dans le Tao, vous avez une représentation de manière cyclique. Donc, c'est un cercle avec une forme curviligne où vous avez d'un côté le yin, généralement en noir, d'un côté le yang en blanc, et vous avez un point blanc là où il y a le noir, un point noir là où il y a le blanc. Et c'est un message profond parce que ça veut nous dire simplement dans le yin, il y a le yang, dans le yang, il y a le yin. Donc, on peut également terminer sur la galvanoplastie spirituelle en ajoutant que c'est aussi le pouvoir formateur de la femme. Parce que on a parlé de cette espèce de moule qui reçoit le courant électrique, généralement sous forme continue, passant par d'une pile, donc elle pousse le moins. Et ça veut dire que simplement, vous avez la femme qui, elle, en tant que mère, un frère qui est également un kémite chevronné, qui travaille sur la revalorisation de nos langues maternelles, elle disait dans un de ses ouvrages intitulé « Dieu, ma mère », paru en France dans les éditions Pyramide, il disait « La femme, la mère, est le berceau de l'humanité ». Simplement parce que la femme, en tant que mère, a en elle ces deux pôles, plus et moins, et avec son pouvoir concepteur, est capable d'engendrer aussi bien l'homme et la femme. Donc, c'est cet équilibre parce que on donnera à celui qui a. Le maître Yeshua le disait si bien dans les évangiles, on donnera à celui qui a, et à celui qui n'a pas, on enlèvera même le peu qu'il a. Ça veut dire que si la femme, dans ses potentialités, n'est pas une mère, n'est pas capable de produire, d'engendrer, quand bien même on pouvait donner à cette femme l'énergie nécessaire pour l'enfantement, elle n'y arriverait pas. Donc, effectivement, sur ce niveau, c'est le pouvoir formateur de la mère, ce pouvoir qui est d'abord potentiel, mais qui peut, suivant l'application des principes, que nous allons certainement aborder plus tard, s'exprimer sur le plan éthérique et finalement sur le plan physique avec l'enfantement. Voilà. Donc, on va y revenir, mais voilà ce qu'on peut retenir. Donc, il y a trois choses. L'art maïeutique, l'art d'accoucher les esprits, parce que la galvanoplastie spirituelle, c'est un processus spirituel, mais pas forcément pour engendrer un enfant physique. On peut engendrer l'enfant intérieur, qui, comme les fruits de l'arbre de vie, vont exceller en nous. Donc, ce sont des fruits déjà cités, des vertus de compassion, de sagesse, d'élévation spirituelle. On peut également engendrer l'enfant intérieur sous forme physique, et c'est dans ce cadre que nous allons rester, parce qu'on a parlé de l'éducation prénatale, et donc à partir de là, on va retenir le pouvoir formateur de la femme, on va retenir ce que le maître Omram disait, l'application dans la vie intérieure de l'analogie des principes cosmiques, du haut et du bas, du ciel et de la terre,
des principes de l'équilibre yin et yang, donc de l'homme et de la femme. Voilà. Nous en sommes donc, vénérable maître, à ce niveau, pour établir le lien entre la galvanoplastie spirituelle et cette dimension qui consiste à transposer cette même réalité au niveau de la femme pour mettre en évidence son rôle de formatrice. Alors, avant d'aller dans les profondeurs de cette question, je voudrais que vous reveniez sur votre propos au sujet de ce pouvoir qu'a la femme. Est-ce qu'elle l'a sans tenir compte de la présence de l'homme en face, en tant que principe masculin? Très bonne question. En parlant du Tao, nous avons dit que dans le yin, il y a le yang, et dans le yang, il y a le yin. Ça veut dire que la femme, en tant que mère, si nous en tenons sur le principe féminin et le féminin sacré qu'elle représente et qu'elle se doit de manifester pour la continuité même de l'existence, parce que d'autres disaient que la mère c'est le berceau de l'humanité. Ça veut dire que si on n'a plus de femmes, l'humanité va aller vers sa fin. Donc la femme a besoin de l'homme, effectivement, et l'homme a besoin de la femme. C'est ce qui forme la balance cosmique, les deux principes qui en haut représentent le Père divin et la Mère céleste, et qui en bas représentent l'homme et la femme, ou bien le soleil et la lune, ou bien l'or et l'argent, ou bien le ciel et la terre. Donc il y a une relation d'interdépendance, comme on a su le dire avec la formule de l'existence en parlant de l'eau. L'oxygène, oui, il est important parce que c'est grâce à l'oxygène que nous respirons, et nous savons que à l'opposé des arbres qui eux absorbent le gaz carbonique que nous dégageons et produisent de l'oxygène, nous, les humains, les hommes, nous recevons l'oxygène et nous dégageons le CO2 qui, d'un point de vue de la métaphysique, est toute la noirceur de l'âme, toutes les impuretés qui se doivent d'aller hors de nous si nous voulons accéder à une autre conscience de nous-mêmes. C'est d'ailleurs pourquoi dans le pranayama, dans les expirations, quand nous expirons l'air, on essaie de visualiser toute cette noirceur, toute cette impureté pour les faire ressortir, aussi bien les impuretés qui concernent les pensées, les émotions, les sentiments et même le plan vibratoire, pour les dégager hors de nous afin d'être réceptibles à toute manifestation de la lumière possible. Voilà, donc venons-en, avec votre permission, venons-en au lien entre galvanoplastie spirituelle et l'éducation prénatale. Telles sont les différentes articulations de notre thème. Un mot sur l'éducation prénatale. Qu'est-ce que c'est que l'éducation? Et lorsqu'on y ajoute le qualificatif prénatal, à quoi ça renvoie? Très bonne question, M. Guissert de Mwanza. L'éducation, c'est cette science qui renferme toute une série de pédagogies et qui consiste à élever l'âme et à redresser l'homme dans ses choix, dans ses positions, dans sa réflexion et même dans ses réalisations, à la fois temporelle et intemporelle, spirituelle et charnelle. Donc l'éducation englobe tout ce qui concerne nos valeurs et agit finalement sur nos comportements, si nous sommes tout à fait réceptifs à ces formes d'éducation que nous recevons. Donc il y a plusieurs formes d'éducation. Il ne s'agit pas de les étaler, mais on peut citer quelques formes qui existent, comme avec l'art culinaire. Vous savez, chez les Arabes, chez les Chinois, chez les Indiens, les Japonais et les Africains, c'est vrai que tous ces peuples ont un art culinaire précis, mais chaque peuple a ses fondements, sa base, ses valeurs éducationnelles, et ce sont ces ajouts-là que nous retrouvons et qui marquent finalement une forme de spécificité dans toutes ces traditions dès lors que nous sommes en contact avec ces peuples-là. Donc,
Il y a également des formes d'éducation concernant la vie maritale. En Inde, par exemple, c'est pas l'homme qui paie la dot, mais c'est la femme. Donc la famille de la femme, de l'épouse, qui paie la dot. Mais chez nous, c'est une réalité tout à fait contraire à nos valeurs. Donc ce sont des choses, des réalités qui se complètent. Des réalités qui se complètent, on voit bien que l'éducation et la culture s'imbriquent, mais apportons des précisions à l'éducation. Comme le disait cet analyste, l'éducation peut se résumer en 3 mots: responsabilité, respect et antipathie. La résultante de ces 3 mots. Ce qui nous intéresse, c'est la partie prénatale. Nous retiendrons que l'éducation, pour les pédagogues, c'est la transmission des valeurs d'une ancienne génération à une nouvelle. Généralement, ce sont les anciens qui apportent aux plus jeunes des éléments, non seulement cognitifs, mais des valeurs. Des valeurs. Alors, prénatal, ici ça devient plus précis. Effectivement. Donc, d'un point de vue de l'éducation, je crois que tout est clarifié, mais l'éducation prénatale, ça veut dire que c'est avant la naissance. Avant la naissance. Avant la naissance. Quand nous prenons le noyau d'une mangue, si il est mis sous terre, naturellement, c'est pas pour avoir des arachides. C'est-à-dire que les loups ne font pas des faucons, et c'est tout à fait clair. Donc, à propos de l'éducation prénatale, c'est toutes ces valeurs que nous devons cultiver, que nous devons connaître avant de pouvoir mettre au monde un enfant. Comment, vous avez parlé de respect, de responsabilité, comment il faut se préparer. Et il y a aussi ces capacités dans les valeurs, la capacité d'adaptation, comment on doit, parce que avant d'être père, on était différent, on avait une certaine liberté, on n'avait pas assez de charges. Mais quand on devient père, on a une grande et une lourde responsabilité. Parce que on reçoit une âme qui vient en incarnation. Et on aura la lourde charge de conduire cette âme jusqu'à ce qu'elle va parvenir à sa propre maturité pour être capable de prendre les bonnes décisions de sa vie. Donc, en un mot, l'éducation prénatale, c'est toutes ces valeurs, c'est toute cette connaissance d'un point de vue initiatique qu'on peut mettre en exergue pour préparer les âmes que nous allons recevoir de notre famille avant que ces âmes parviennent à se matérialiser grâce au processus même de la fécondation, de l'ovulation et jusqu'à l'accouchement. Est-ce qu'en simplifiant, on peut dire à nos téléspectateurs que l'éducation prénatale, c'est cette formation qu'on donne au fœtus, l'enfant qui est encore dans le sein de la mère, on peut l'instruire au moyen de certaines techniques? Oui et non, parce que on a parlé de l'âme, Platon parle des idées. Avant que l'âme ou l'enfant se trouve en tant que fœtus dans la matrice maternelle, c'est d'abord une idée qui est dans l'univers. Donc, dans notre point de vue, il faut que l'éducation commence d'abord avant sa venue dans la matrice maternelle. Et on doit commencer à parler parce que nous avons une idée. On sait ce que nous voulons ramener de la matière. On doit déjà commencer à parler à cette âme et que cette âme puisse aussi avoir des liens de sympathie avec nous. Pour que le canal s'ouvre d'un point de vue cosmo-planétaire. Après, une fois que le contact a été réalisé avec la matrice, en se servant de ce cordon ombilical, mais cette fois-ci qui n'est pas physique, la corde d'argent, alors, finalement, quand la femme est dans la période de grossesse, finalement, il y a ce contact entre l'âme en incarnation et la matrice, ce qui fera en sorte que dans la femme germe quelque chose, une graine de vie. Une graine de vie qui va devenir, avec le temps, ce qu'on appelle une fleur de vie. Et finalement, ce fruit de vie, ce fruit ou bien un arbre de vie, c'est-à-dire un homme complet,
prêt à sortir cette fois-ci de la matrice après 9 mois de sacrifice, de souffrance et de méditation. On reviendra avec quelques précisions tout à l'heure dans la dernière partie, mais on peut, pour boucler avec cette première partie, cette première rubrique, convenir du fait qu'il est possible, tandis que l'enfant est encore dans le sein de sa mère, d'opérer une forme d'éducation. Tout à fait. On peut agir sur le plan mental, voilà, sur le plan, même sur le plan causal, sur le plan mental, sur le plan astral, avec les émotions, préparer l'enfant sur le plan éthérique et sur le plan physique. Voilà, nous allons devoir changer de rubrique. Cette fois-ci, nous allons vers l'actionnement. Notre première action porte sur l'éducation, bien entendu. Comment en être autrement, d'autant plus que notre thème principal porte sur l'éducation, bien que prénatale. Nous avons donc choisi également pour le vénérable maître des actions liées à cette éducation de l'enfant ou cette éducation chez l'enfant. L'enfant qu'on a coutume dès son jeune âge à arroser apprend à arroser. L'enfant qu'on a coutume dès sa jeunesse à arroser apprend à arroser. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette action? Très bonne pensée. Le maître Pythagore, dans son école en Grèce, disait que tout bois n'est pas fait pour qu'on puisse y extraire du mercure. Ça veut dire que si nous voulons que nos enfants puissent avoir des sentiments élevés, une éducation forte, capable de rivaliser avec ces formes d'éducation qu'on rencontre dans les rues, qu'on rencontre un peu partout, il faut une base solide. Et donc, à cet enfant à qui on a appris à nager, à qui on a appris à résister face aux intempéries de l'existence, on forme un modèle, on forme quelqu'un qui devient finalement une personne ressource, on forme quelqu'un qui se comporte comme un chevalier, donc avec des valeurs, avec une certaine éthique. On l'apprend non pas à manger, mais à pêcher, parce que on sait voir en lui un homme en devenir, l'adulte qu'il sera demain. Voilà, et donc il doit, avec sa propre conscience, cultiver ses potentialités qui se trouvent déjà en lui, mais dans un état latent, mais qui, à force d'arroser, comme avec le noyau de la mangue, on a toutes les facultés de l'arbre, en fait, du manguier, dans le noyau de la mangue. Codifié d'un point de vue génétique, mais c'est d'un point de vue potentiel. À force d'arroser au contact de la terre, donc l'enfant est également au contact de son environnement, parce qu'il ne doit pas être enfermé dans une prison. Il doit être ouvert au fur et à mesure qu'il évolue avec les autres environnements. Ouvert mais encadré, hein, parce que encadré, bien entendu. Souvent on a tendance à laisser l'enfant sans encadrement et il est tout de suite happé par l'éducation de la rue et tout généralement c'est dangereux. J'ai bien dit au fur et à mesure qu'il évolue, parce que on ne va pas laisser un enfant de 2 ans, de 4 ans, de 5 ans dans les rues. Il doit être dans la maison pour être... on ne va pas non plus le laisser sans éducation, parce qu'on a l'impression que nos parents disent « bon, c'est un enfant, il faut le laisser tel quel », alors que c'est justement le bas âge qu'il faut apprendre à canaliser les énergies de l'enfant. Tout à fait. Il ne faut pas rater le début. Et il est également dit apprendre. Celui qui refuse d'apprendre refuse de vivre, parce que en fait toute notre vie c'est une série d'apprentissages. Donc on ne se limite jamais dans ce cadre-là. Il faut dès la matrice, avant la matrice, au moment de l'ovulation,
pendant sa formation jusqu'à ce qu'il sera véritablement homme. C'est d'ailleurs l'intérêt de cette éducation prénatale dont nous parlons aujourd'hui. Le deuxième axiome, vénérable grand maître, c'est ne frappez pas trop fort votre enfant, mais surtout frappez juste. Ne frappez pas trop fort votre enfant, mais surtout frappez juste. Alors, qu'est-ce qu'on peut y comprendre? C'est très profond. Nous savons à l'époque des années 90, en parlant de la pédagogie au niveau de nos écoles, les maîtres étaient très durs. Et il y avait plusieurs formes de punition qui existaient à cette époque. On était à genoux, on avait les pieds en l'air, il y avait... Ce qu'on appelait les pieds avant. Les pieds en avant, voilà. Les pieds en avant, il y avait des coups de chicotte, soit sous forme de bois ou bien sous forme de caoutchouc. Mais il y a eu, à force d'excès, il y a eu des dérapages, parce que on voit l'enfant qui est en face de nous, mais on ne sait pas ce que vit l'enfant dans son foyer initial. Et certains enfants étaient malades, et après ces traitements parfois trop durs, il y avait des cas de décès. Finalement, on a revu à la normale cette forme d'éducation. Donc, le message il est clair et net à mon avis. Ne frappez pas trop dur, mais frappez juste. Juste, ça rejoint ce que nous avions dit dernièrement au sujet de la maths, donc le juste milieu de Bouddha, c'est-à-dire que trop de yin n'est plus yin, disait le maître Laozi, trop de yang n'est plus yang, et certains disent encore que trop de maths n'est plus maths, et moins de maths n'est pas maths. Donc la maths c'est le juste milieu, le juste milieu, l'équilibre. Exactement, le Kimuntu c'est cette voie d'équilibre, l'équilibre entre le jour et la nuit, mais aussi entre le social et les autres plans, comme le plan psychologique, le plan spirituel. Est-ce que, vénérable maître, avec votre permission, ceci n'apporte pas à cette compréhension, cette vision du pédagogue qui pense que il faut laisser l'enfance grandir chez l'enfant, c'est-à-dire que un enfant, il faut apprendre à réaliser un dosage dans ce qu'on lui apporte. C'est vrai qu'il faut l'initier, mais il faut l'initier en tenant compte de son profil. Tout à fait. Mais d'ailleurs, vous avez tout dit. Comme on l'a dit, frapper, mais frapper juste, parce qu'il y a un débat là-dessus. Il y a d'anciens, enfin, de nouveaux pédagogues qui pensent aujourd'hui qu'il faut absolument ne pas frapper l'enfant. Par contre, d'autres pensent que non. Si on le laisse tel quel, c'est une façon de le gâter. Il faut, et c'est ce qui est dit dans cet axiome, frapper juste. Il ne s'agit pas de battre un enfant comme si on se battait avec un adulte, mais il s'agit pédagogiquement de savoir le traiter. Évitant tout égarement. Tout à fait, mais la Kabbale nous donne encore des lumières encore plus profondes, à savoir avec les deux pieds qui encadrent le pied d'équilibre, vous avez la rigueur et la miséricorde. Ça veut dire que la rigueur est nécessaire, mais pas suffisante. La rigueur a besoin de la miséricorde. Et il faut donc comprendre d'abord dans quelle atmosphère. C'est pourquoi les pédagogues doivent être également des sociologues. C'est pourquoi j'ai dit, on peut écarter le fait social avec la réalité psychologique ou même spirituelle. Les pédagogues doivent être des sociologues. Ils doivent également être des psychologues parce qu'il faut essayer de voir, d'appréhender dans quel environnement social évolue cet enfant et quels sont les freins à son épanouissement. Dès lors qu'on a décelé, parce que nous sommes également des pédagogues à l'université, dès lors qu'on a décelé ce système de freinage, on peut apporter un plus. Parce que battre l'enfant n'est pas une solution. Du tout. C'est pas une solution. Mais tout comme... Au contraire, pour certains, c'est même le rendre plus têtu. Ben effectivement, à force de recevoir des coups de bâton sur la tête, la tête finira par s'habituer à la chicotte, il prendra goût et plus rien. Il faut plutôt comprendre, comme vous l'avez su le dire, son profil, comment il fonctionne en tant qu'être social, en tant qu'être psychique, et essayer de revoir toutes ces réalités, pacifier toutes ces dimensions d'existence et lui ramener dans la bonne voie, cette voie qui est la voie de l'équilibre, afin qu'il puisse s'épanouir suivant ses potentialités, suivant son profil. Nécessité donc
d'éduquer l'enfant, de le traiter en tenant compte de ses spécificités, connaître son environnement, de sorte que on lui apporte le traitement nécessaire. Eh bien, nous ouvrons les vannes de la dernière rubrique, Praxis, pour évoquer cette fois-ci de manière concrète cette technique ou ce procédé de la galvanoplastie spirituelle intégrée dans l'éducation prénatale. Alors, venons-en, j'allais dire, à la partie dure de cette émission, parce qu'il s'agit pour nos téléspectateurs, après toutes ces dimensions théoriques, d'assimiler la partie concrète de cette émission. Vénérable maître, comment un homme et une femme peuvent-ils en arriver à former l'enfant avant qu'il n'arrive au monde, puisqu'il s'agit de l'éducation prénatale? Très bonne question, M. Guisser de Moisa. Vous savez, ici au Congo, on avait beaucoup de valeurs. À l'époque, déjà, de nos parents des années 60, 50, 40, généralement, l'homme était dans sa chambre et la femme également était dans sa chambre. Ces mêmes pratiques, on peut les retrouver au Tibet avec les moines, parce que des moines qui sont complètement dans l'ascèse et qui ne forment pas de couple, et également des moines qui forment des couples. Vous avez dans les temples égyptiens, tibétains ou même indiens, des espaces sacrés qui ont été réservés pour les pratiques de galvanoplastie spirituelle. Mais l'homme et la femme pouvaient pendant des mois être dans un certain état spirituel, en jeûne, en méditation, dans une ascèse assez régulière par rapport aux entités, aux âmes, aux consciences qui voulaient bien ramener de la matière ou canaliser, se donner donc à une sorte de gymnastique, une sorte de préparation à la fois mentale, émotionnelle et vibratoire, suivant des exercices spirituels comme la vocalisation des noms de Dieu, des mantras, ou bien certaines prières exaltantes, et pouvaient même être pendant cette période par moment en état de nudité, sans avoir l'idée de se réunir, donc de se fusionner, seulement pour dépasser la dimension limitante et inférieure de la passion par rapport aux âmes qu'on veut bien canaliser de la matière, pour pouvoir dépasser le monde des contingences, de la dualité, et se mettre carrément plongé dans l'hyperespace, dans la conscience supérieure, pour être donc à la hauteur d'arriver à cette forme de canalisation. Donc, ce sont des valeurs que nous devons retrouver, parce que généralement, il y a cette forme de précipitation. On croit que c'est un match de football, alors que c'est, quelqu'un disait, c'est la cérémonie la plus sacrée de l'existence. Il faut donc une grande préparation des deux, donc de l'homme et de la femme. Grand maître, de quoi parlez-vous exactement? Vous parlez de l'union entre l'homme et la femme? De la galvanoplastie spirituelle, avant de canaliser les âmes. Il faut une grande préparation des deux et une certaine purification, parce que on se balade avec des larves du bas astral sans le savoir, un certain nombre de couches éthériques assez sombres, et ce travail vient donc pour éclairer notre âme et nous donne donc un nouveau regard vers l'avenir. Donc une fois que ce travail de préparation, de purification a été effectué, il y a le deuxième aspect qui est un aspect de concentration. Il faut être concentré, orienté, il faut visualiser exactement ce que nous voulons canaliser. Je prends un exemple. La télé, c'est un univers vaste. Il y a plusieurs chaînes sur Canasat ou bien sur nos chaînes locales. Mais dès lors qu'on veut suivre l'émission de la paix de l'aurore,
on doit se focaliser sur le numéro qui convient à propos de cette émission sur Canasat. TV sur Canal Plus cette fois-ci 336. 336, voilà. Maintenant, si nous mettons 333, c'est Télé Congo. On va suivre autre chose. Autre chose. Tandis qu'on voudrait suivre l'appel de Laurent. Donc après, il faut se connecter sur la 336. Tout à fait. Donc après la purification vient donc cette étape cruciale et fondamentale de la concentration, parce que on va se canaliser, se mettre carrément sur une fréquence précise. Et c'est la fréquence que nous voulons capter. Et dès lors que nous avons pu, après un certain temps de concentration bien visualisé, dans certains courants initiatiques, il y a ces formes de mandala ou bien de penta qui existent pour visualiser, concentrer toute notre attention sur un point précis. Dans le catholicisme, il y a également le Saint-Sacrement qui est parmi ces outils de contemplation qui existent dans le monde, dans les régions du monde. Et donc nous devons donc nous orienter vers ces symboles de contemplation pour bien parfaire notre visualisation. Et une fois que cette opération a été effectuée, on passe donc à la dernière étape, qui est l'étape de l'union. Parce que nous avions dit qu'il y a deux matrices, il y a l'univers, où se trouvent les idées ou les âmes, et aussi la femme, sa matrice, qui est donc la matrice physique. Donc en haut, nous avons la matrice cosmique, et en bas, nous avons la femme qui représente toute une matrice, la matrice physique. Et une fois que nous sommes dans cette dernière étape, qui est une étape... Ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, ce qui est en bas et comme ce qui est en haut. Le maître Hermès déjà nous éclaircit à propos sur la tablette d'Émeraude en disant que il est vrai son mensonge et certain est très véritable, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, pour faire le miracle d'une seule chose. Donc arriver à la dernière étape, c'est ce miracle finalement que nous allons célébrer, de la réunion des deux principes. C'est un festin, c'est le festin de la colombe et du corbeau. On se souviendra dans l'histoire de la Genèse biblique, le maître Noé, à la fin du déluge, avait donné ordre et mission au corbeau d'aller inspecter les lieux pour voir si jamais les eaux n'étaient plus à la hauteur de la montagne, donc on pouvait sortir de l'arche. Finalement, il s'est contenté de la nourriture cadavérique, et c'est finalement la colombe qui est venue avec le message. Mais ce sont deux aspects d'une même réalité que nous devons retracer et réunifier en nous-mêmes. Donc, parvenu à cette phase d'union, nous devons donc ramener de l'abstrait vers le concret tout ce travail, toutes ces énergies que nous avons pu mobiliser. Et c'est là que vient tout le travail de la galvanoplastie spirituelle. C'est là tout le travail de la galvanoplastie spirituelle. Il faut donc partir de cette préparation mentale jusqu'à l'acte physique. Ceci suppose donc une harmonie entre ce qui est là-haut et ce qui est en bas. On prendra aussi en ligne de compte cette vision de Maître Michael Ivanhoe qui pensait que, entre autres exercices, l'homme pouvait placer sa main droite sur le plexus solaire de la femme en état de gestation et parler au fœtus comme un adulte parle à un autre homme. Et le message serait entendu par le fœtus. Effectivement, il y a ce qu'on appelle des rites de passage, une fois que la femme est enceinte, des rites de passage. Et on doit agir sur le plan mental en communiquant de belles pensées à l'âme en incarnation, sur le plan astral de belles émotions, et enfin donner de bonnes vibrations. C'est pourquoi j'avais parlé effectivement d'un environnement adéquat où l'enfant pouvait être à l'abri des forces féroces de nature et être finalement protégé pour venir aisément en incarnation. Donc on doit communiquer à cette âme toutes les vertus dont elle a besoin avant de s'incarner dans la matière pour mener sa future guerre sainte avec tous les outils, tous les instruments nécessaires. Voilà, nécessité de transmettre des idées nobles à cette âme nouvelle qui va devoir s'incarner. Il y a donc un travail de fond à faire pour les parents,
n'allons pas mettre au monde des enfants dans un état d'ébriété, de peur que nous ne vivons ce que nous vivons aujourd'hui. Si nous n'avons pas de bons professeurs, si nous n'avons plus de bons élèves, si nous avons des enfants de la rue, je crois que tout part de ce qui se passe au niveau du foyer. D'où l'intérêt de ce terme éducation prénatale. Nous avons tout intérêt à nous conditionner pour que les enfants que nous mettons au monde soient le reflet de ce que nous avons pensé. Merci donc au vénérable grand maître Duc El Narit. Merci beaucoup, M. Guisser de Manza. Nous aurons le noble plaisir de vous retrouver à d'autres occasions. La rediffusion, bien entendu, de cette émission se fera le lundi à partir de 22h50. Au revoir.